Dans cette vidéo, on va voir le test d'indépendance du Kikaré. Et pour introduire le sujet, on va débuter avec une publication récente du Pew Research Center qui affirme que dans la population adulte des États-Unis, les personnes plus jeunes vivent plus de détresse psychologique liée à la crise du coronavirus que les personnes plus âgées. Alors effectivement, quand on regarde les pourcentages qui sont affichés présentement à l'écran, bien on voit que chez les 18 à 29 ans, il y en a 33% qui vivent un niveau de détresse psychologique qui est élevé. Alors que chez les 65 ans et plus, ce pourcentage est de 15%. Chez les 18 à 29 ans, il y en a 38% qui vivent un niveau de détresse psychologique qui est bas, alors que chez les 65 ans et plus, ce pourcentage est de 61%. Donc, effectivement, quand on compare ces deux catégories d'âge, bien, ça nous donne l'impression qu'il existe vraiment un lien entre l'âge et le niveau de détresse psychologique qui est vécu par les gens face à la crise du coronavirus. Mais il y a quelque chose qui est important de préciser ici. Les pourcentages qui sont affichés à l'écran proviennent d'un échantillon. Donc, ça pose une question intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour prendre ce qu'on trouve dans l'échantillon, qui est une toute petite fraction de la population, et généraliser l'apparence de lien qu'on y trouve entre deux variables à l'ensemble de la population dans son entièreté? Comme c'est d'ailleurs fait dans la publication du Pew Research Center. Une façon d'y arriver, c'est de faire un test d'indépendance du Kikaré. C'est donc tout l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui. Avant de voir les étapes formelles dans la réalisation d'un test d'indépendance du Kikaré, c'est important de comprendre les principes qui font que le test fonctionne. Comment ça marche, un test d'indépendance du Kikaré? Pour bien le comprendre, on va faire une mise en situation. Alors, supposons que moi je suis un chercheur qui voudrait faire le même genre d'étude qui a été réalisée par le Pew Research Center, mais au Québec. Alors, ce qu'on voit dans le rectangle présentement à l'écran représente ma population québécoise. Et moi, j'aimerais savoir si dans la population québécoise, il existe un lien entre l'âge d'une personne et le niveau de détresse psychologique qui est vécu lié à la crise du coronavirus. Comme ma population contient plusieurs millions de personnes, c'est certain que ça va être impossible pour moi de questionner tout le monde. Je vais devoir prendre un échantillon. Et puis comme mes moyens financiers et techniques là, sont assez limités, je vais prendre un petit échantillon. Donc je vais me sélectionner un échantillon au hasard de 200 personnes. Et puis ces personnes-là vont répondre à mon questionnaire, et puis je vais avoir des données qui proviennent des 200 personnes. Alors, supposons maintenant que dans mon échantillon, on trouve 150 personnes qui ont un âge compris entre 18 et 64 ans, 50 qui ont un âge de 65 ans et plus, et puis 100 personnes ont un niveau de détresse psychologique bas, 60 un niveau moyen, puis 40 un niveau élevé. Avant de donner le détail fin de comment les unités statistiques sont réparties exactement par rapport aux deux variables, j'aimerais qu'on se pose la question suivante. S'il n'y avait aucun lien entre les variables, donc s'il n'y avait pas de lien entre l'âge et le niveau de détresse psychologique, quelles devraient être les fréquences qu'on devrait retrouver dans le tableau? Eh bien, j'ai 150 personnes sur les 200 personnes de mon échantillon qui sont des gens qui sont âgés entre 18 et 64 ans. Donc, s'il n'y avait pas de lien entre les variables, donc si l'âge n'avait aucune influence sur le niveau de détresse psychologique qui est vécu par les gens, bien je m'attendrais à ce que les 100 personnes qui ont un niveau de détresse psychologique bas soient réparties dans les mêmes proportions entre les deux catégories d'âge que ce que je retrouve dans l'ensemble de l'échantillon. Donc, comme 150 sur 200, ça fait 3 quarts, ça fait 75%, bien, je m'attendrais à ce que 75% de mes 100 personnes qui ont un niveau de détresse psychologique bas soit des personnes entre 18 et 64 ans. Donc, je m'attendrais d'en avoir 75 ici. De la même manière, comme j'en ai un quart dans tout l'échantillon des gens là, qui sont des personnes âgées de 65 ans et plus, je m'attendrais à ce qu'un quart de mes 100 personnes qui ont un niveau de détresse psychologique bas soient des personnes de 65 ans et plus. Toujours s'il n'y avait pas de lien entre les variables. Puis je pourrais continuer comme ça, puis remplir l'entièreté du tableau là, en faisant des règles de 3, et j'obtiendrais les fréquences suivantes. Donc ça, c'est les fréquences que je devrais avoir en théorie s'il n'y avait aucun lien entre les variables. Donc si l'âge avait aucune influence sur le niveau de détresse psychologique qui est vécu par les gens à cause de la crise du coronavirus. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, même s'il n'y a aucun lien entre les variables dans la population, on ne s'attend pas nécessairement à ce que les fréquences qu'on observe dans l'échantillon qu'on vient de sélectionner au hasard soient exactement les mêmes que celles qu'on vient de calculer dans le tableau. Donc même s'il y a une petite différence entre les fréquences qu'on observe dans notre échantillon puis les fréquences théoriques qu'on devrait avoir s'il n'y avait aucun lien entre les variables, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut conclure automatiquement qu'il existe là un lien entre les variables. Bon, cela étant dit, supposons que les fréquences qu'on observe réellement dans notre échantillon, c'est les suivantes. Alors, on voit qu'il y a bel et bien une différence entre ce qu'on avait calculé tout à l'heure, donc ce qu'on devrait avoir en théorie s'il n'y avait aucun lien entre les variables dans la population, et ce qu'on observe là réellement dans notre échantillon. Mais jusqu'à un certain point, c'est normal. On ne s'attendait pas nécessairement à ce que ce soit exactement la même chose.
Mais la question qu'on va se poser, c'est la suivante. C'est est-ce que l'écart est suffisamment important entre les deux pour être capable d'affirmer qu'il existe un lien entre les variables dans la population? Avant de poursuivre et de répondre à cette question, on va ouvrir une parenthèse et faire une petite mise en scène qui va nous montrer un peu comment on pourrait aborder ce genre de problématique. Supposons qu'un ami à vous vient vous voir, en affirmant qu'une pièce de monnaie qu'il possède est truquée, qu'elle tombe plus souvent sur pile que sur face. Vous prenez la pièce, vous l'inspectez, son apparence physique semble normale, elle ne semble pas présenter de défauts physiques apparents. En plus de ça, votre ami est quelqu'un qui dit souvent des niaiseries. Vous hésitez donc à le croire, vous êtes sceptique. Mais votre ami tient vraiment à prouver son point, et il vous propose donc l'expérience suivante. On va lancer la pièce de monnaie 100 fois dans les airs, donc on va jouer à pile ou face 100 fois, et on va compter le nombre de piles et de faces que l'on tient. Donc a priori, avant de réaliser l'expérience, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que votre ami ait tort et que la pièce soit bien équilibrée. C'est la situation qu'on devrait avoir par défaut. Et dans le jargon des tests d'hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. C'est dénoté par H0. L'autre possibilité, c'est que votre ami ait raison et que la pièce soit vraiment truquée, qu'elle tombe plus souvent sur pile que sur face. C'est ce qu'il aimerait démontrer. Dans le jargon des tests d'hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse alternative, et c'est dénoté par H1. Si la pièce de monnaie est bien équilibrée, le nombre de piles devrait être environ égal au nombre de faces, donc environ 50 piles et 50 faces. Pas nécessairement exactement 50-50, mais quelque chose qui s'approche de ça. Donc par exemple, si on obtient 55 piles et 45 faces, ce ne sera pas suffisant pour affirmer que votre ami a raison. Pourquoi? Parce que même si la pièce est bien équilibrée, il y a quand même une bonne probabilité d'obtenir un nombre de piles aussi élevé. D'ailleurs, on peut calculer cette probabilité, et elle est de 18%. C'est-à-dire qu'il y a presque 20% de chance d'obtenir au moins 55 piles, même si la pièce de monnaie est parfaitement équilibrée. Supposons maintenant qu'on obtient 60 piles et 40 faces. On est dans une situation où le nombre de piles est encore un peu plus loin du nombre de piles qu'on devrait avoir en théorie si la pièce est bien équilibrée. On pourrait calculer encore une fois la probabilité que ça se produise. Et si on le fait, on obtient en fait dans ce cas-ci 3%. C'est-à-dire qu'il y a seulement 3% de chance, si la pièce est parfaitement équilibrée, d'obtenir un nombre de piles qui est supérieur ou égal à 60. On est donc ici dans une situation qui est plus ambiguë. Et il y aurait possiblement deux façons de trancher. Si vous n'avez aucune confiance en votre ami et que vous pensez que c'est impossible que la pièce ait été truquée, vous allez sûrement préférer croire que la pièce est en réalité bien équilibrée, que vous avez tout simplement été malchanceux et que vous êtes tombé sur le 3% de chance d'obtenir un nombre de piles aussi élevé que ce que vous avez obtenu lorsque vous avez fait l'expérience. Mais si au contraire vous avez confiance en votre ami et que vous pensez que la pièce ait pu être truquée, alors ça peut constituer une preuve suffisante pour donner raison à votre ami et penser que la pièce est bel et bien truquée. Supposons maintenant que vous réalisez l'expérience et que vous obtenez 90 piles. C'est un nombre de piles qui est beaucoup plus grand que le nombre de piles que vous devriez avoir en théorie si la pièce de monnaie est vraiment bien équilibrée. Et même si vous n'avez aucune confiance en votre ami, vous allez vous poser de sérieuses questions. Car si vous calculez la probabilité que ça se produise, vous allez vous rendre compte qu'elle est très petite. En fait, il y a beaucoup plus de chances que vous gagnez à la loto 649 que vous obtenez un nombre de piles qui est supérieur ou égal à 90. C'est donc une situation où vous allez sans aucun doute rejeter l'hypothèse que la pièce est bien équilibrée pour accepter l'hypothèse que la pièce est truquée et qu'elle donne plus souvent pile. Alors revenons maintenant à notre situation initiale. Il y avait deux possibilités. La première était qu'il n'y avait aucun lien entre les variables dans la population, donc aucun lien entre l'âge et le niveau de détresse psychologique vécu à cause de la crise du coronavirus. C'est en quelque sorte l'hypothèse par défaut. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des tests d'hypothèse, l'hypothèse nulle, et c'est dénoté par H0. L'autre possibilité, c'est qu'il y avait réellement un lien entre les variables. C'est ce qu'on aimerait démontrer, et dans le jargon des tests d'hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse alternative, et c'est dénoté par H1. Dans le cadre d'un test d'hypothèse sur l'indépendance de deux variables, l'hypothèse nulle est toujours qu'il n'y a aucun lien entre les variables, et l'hypothèse alternative est toujours qu'il existe un lien entre les variables. Et en tant que chercheur, on aimerait démontrer qu'il existe un lien entre les variables. On avait déduit que s'il n'y avait aucun lien entre les variables, les fréquences qu'on devrait avoir en théorie devraient être proches de celles qui apparaissent présentement dans le tableau double entrée à l'écran. Les fréquences qu'on a réellement observées en sélectionnant l'échantillon, elles, apparaissent dans le tableau du bas. Si on faisait une analogie avec notre expérience de pièce de monnaie, le tableau du haut correspondrait au tableau où on trouvait le nombre de piles et le nombre de faces qu'on devait obtenir en théorie si la pièce de monnaie était bien équilibrée. Donc 50 piles, 50 faces. Et le tableau du bas correspondrait au tableau où on leur trouve le nombre de piles et le nombre de faces qu'on obtient réellement lorsqu'on effectue l'expérience, donc lorsqu'on lance la pièce de monnaie 100 fois dans les airs. Et un peu comme dans l'exemple de la pièce de monnaie, on va maintenant devoir se poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un écart qui existe entre ce qu'on devrait avoir en théorie s'il n'y avait aucun lien entre les variables et ce qu'on observe réellement dans l'échantillon est suffisamment grand pour pouvoir affirmer qu'il existe réellement un lien entre les variables?
Pour obtenir la réponse à cette question, on va devoir calculer une quantité qui s'appelle le qui carré. Je ne vais pas montrer immédiatement comment est-ce qu'on calcule la valeur du qui carré, mais ce qu'on va retenir pour l'instant, c'est que le qui carré est une mesure de l'écart qui existe entre ce qu'on devrait avoir en théorie s'il n'y avait aucun lien entre les variables et ce qu'on observe réellement dans l'échantillon. Donc, plus la différence est importante entre ce qu'on devrait avoir en théorie s'il n'y avait pas de lien entre les variables et ce qu'on observe réellement dans l'échantillon, plus la valeur du qui carré va être grande. Et de la même manière qu'on l'avait fait dans notre mise en scène avec la pièce de monnaie, on va être capable d'associer des probabilités à certaines valeurs du qui carré. Donc, par exemple, s'il n'y a aucun lien entre les variables, il y a seulement 5% de chances que la valeur du qui carré soit supérieure à 5,99. Seulement 2% de chances qu'elle dépasse 7,82 et seulement 1% de chances qu'elle soit supérieure à 9,21. Et ça, je le répète, c'est des probabilités qui sont vraies uniquement s'il n'y a aucun lien entre les variables. Donc, supposons que vous êtes prêt à croire qu'il y a un lien entre les variables uniquement si la valeur du qui carré que vous trouvez elle est suffisamment grande pour qu'il y ait seulement au maximum 1% de chance d'obtenir une valeur aussi grande que ça s'il n'y a aucun lien entre les variables. À ce moment-là, le 1%, c'est ce qu'on va appeler le seuil de signification de votre test. Et le 9,21 va être ce qu'on va appeler la valeur critique du qui carré qui est associée au seuil de signification. Donc, si après calcul, vous trouvez par exemple une valeur du qui carré qui est de 10,3, eh bien, comme c'est une valeur qui est supérieure à 9,21, eh bien, il y avait donc seulement 1% de chance que ça se produise s'il n'y avait aucun lien entre les variables dans la population. Ça va donc constituer pour vous une preuve suffisante pour rejeter l'hypothèse qu'il n'y a aucun lien entre les variables et accepter l'hypothèse qu'il y a bel et bien un lien entre les variables dans la population. D'autant plus que c'est plausible qu'il y ait un lien entre l'âge et le niveau de détresse psychologique qui est vécu par les gens à cause de la COVID-19. Alors maintenant qu'on a vu les principes et les concepts derrière le test d'indépendance du qui carré, on va voir plus formellement comment réaliser le test à travers une série d'étapes et en arriver à une conclusion. Alors allons-y avec les étapes. La première étape, ça va être la formulation des hypothèses. Et dans un test d'indépendance du qui carré, il y a toujours deux hypothèses possibles. La première, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les variables. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle et c'est dénoté par H0. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un lien entre les variables. C'est l'hypothèse alternative, c'est habituellement ce que le chercheur veut démontrer, et c'est dénoté par H1. Et on va toujours exprimer les hypothèses en fonction du contexte et en mentionnant la population. Donc l'hypothèse nulle, dans notre cas à nous, va être, chez les Québécois, il n'existe pas de lien entre l'âge et le niveau de détresse psychologique vécu à cause de la crise du coronavirus. Et l'hypothèse alternative va devenir, chez les Québécois, il existe un lien entre l'âge et le niveau de détresse psychologique. La deuxième étape va être de déterminer le seuil de signification. Dans le cadre du cours, le seuil de signification va toujours vous être donné. Vous allez donc utiliser le seuil de signification qu'on vous donne. Pour ce qui est du sens à donner à cette valeur, on en a parlé un peu précédemment et on va y revenir dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est de l'exemple actuel, on va utiliser un seuil de signification de 1% pour poursuivre le test. La troisième étape, c'est la vérification des conditions d'utilisation du test. Donc, comme pour les intervalles de confiance, il y a des conditions qui doivent être satisfaites si on veut que nos résultats à la fin soient valides. La première condition, c'est que l'échantillon doit être sélectionné de façon aléatoire. Nous, on avait supposé que c'était le cas, donc c'est une condition ici qui va être vérifiée. La deuxième condition, il faut que les fréquences théoriques soient toutes supérieures ou égales à 5. Je vous rappelle que les fréquences théoriques, c'est les fréquences qu'on devrait avoir en théorie s'il n'y avait aucun lien entre les variables. C'est les fréquences qu'on avait calculées précédemment en faisant des raisonnements. Et maintenant, on va voir la relation que vous allez utiliser pour les obtenir. Donc, les fréquences théoriques s'obtiennent de la façon suivante. On va prendre le total de la ligne, on va le multiplier par le total de la colonne et on va diviser par le nombre total de données, qui est en fait la taille de l'échantillon. Donc, pour faire un exemple, supposons que je voudrais calculer la fréquence théorique pour les gens qui ont entre 18 et 64 ans et qui ont un niveau de détresse psychologique qui est moyen. Toujours dans l'hypothèse où il n'y a aucun lien entre les variables. On le répète, toujours, c'est les fréquences théoriques qu'on devrait avoir s'il n'y avait aucun lien entre les variables. Bon, alors, je vais prendre le total de la ligne à laquelle la fréquence que je les ai calculée se trouve. Donc, dans ce cas-ci, c'est 60. Et je vais inscrire 60. Et je vais multiplier cette valeur par le total de la colonne, toujours à laquelle notre fréquence qu'on a déjà calculée se trouve. Donc ici, c'est 150. Et je vais diviser par le nombre total de données, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, qui dans notre cas est de 200. J'obtiens donc 45. Donc la fréquence théorique ici est 45. Et en effectuant le même calcul pour les autres fréquences, j'obtiens les résultats suivants. Donc c'est les fréquences que je devrais avoir en théorie s'il n'y avait aucun lien dans la population entre la catégorie d'âge et le niveau de détresse psychologique vécu par les gens à cause de la crise du coronavirus.
Je ne dis pas que si je prends un échantillon au hasard, je vais avoir exactement ces valeurs-là s'il n'y avait pas de lien entre les variables, mais je devrais avoir des valeurs qui ne sont pas trop loin des valeurs qui sont affichées présentement à l'écran. Et comme les valeurs qu'on a calculées sont toutes supérieures ou égales à 5, eh bien la deuxième condition est satisfaite et on peut donc poursuivre avec les prochaines étapes du test. À l'étape 4, on va trouver la valeur critique du carré. Et pour l'obtenir, on va devoir débuter par calculer une valeur intermédiaire qui s'appelle le nombre de degrés de liberté, qui est dénoté par une lettre grecque, nu, qui ressemble un peu à un V. Donc le nombre de degrés de liberté s'obtient de la façon suivante. On va prendre le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1 qu'on trouve dans le tableau, sans compter les titres et les totales. Dans notre exemple à nous, le nombre de lignes est de 3 et le nombre de colonnes est de 2. On obtient donc 3 moins 1 fois 2 moins 1, qui donne 2 fois 1, qui donne 2. Le nombre de degrés de liberté est donc de 2. Ensuite, dans une table de valeurs, on va venir chercher la valeur critique du carré. On va d'abord identifier la ligne où on trouve le nombre de degrés de liberté qu'on a identifié. Donc ici, on voit qu'on choisit la ligne où il y a un 2 dans la colonne du nombre de degrés de liberté. Et ensuite, on va venir utiliser la colonne associée au bon seuil de signification. Notre seuil de signification est de 1%. On va donc prendre la colonne où on voit le 0,01 ici. Et à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, on va trouver la valeur critique du carré qu'on va utiliser, donc 9,21 dans cet exemple. La valeur critique du carré est donc de 9,21. À l'étape 5, on va venir énoncer la règle de décision. Et dans un test d'indépendance du carré, la règle de décision est toujours la suivante. Si la valeur du carré qu'on calcule est supérieure à la valeur critique du carré, alors on va venir rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Ce qui veut dire qu'on va rejeter l'hypothèse qu'il n'y a aucun lien entre les variables et accepter l'hypothèse qu'il y a un lien entre les variables. Si au contraire, la valeur du carré qu'on calcule est inférieure à la valeur critique du carré, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle. Mais ça ne veut pas dire que l'hypothèse nulle est nécessairement vraie. Ça veut plutôt dire qu'avec ce qu'on a trouvé dans l'échantillon, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Le cas échéant, on va simplement dire qu'avec ce qu'on a trouvé dans l'échantillon, au seuil de signification qu'on avait déterminé, il n'y a pas lieu de penser qu'il y ait un lien entre les variables. À l'étape 6, on va faire le calcul du carré. Et comme on l'avait mentionné précédemment, le carré est une mesure de l'écart qui existe entre les fréquences théoriques qu'on devrait avoir s'il n'y avait aucun lien entre les variables et les fréquences qu'on observe réellement dans l'échantillon. La valeur du carré s'obtient à l'aide de la relation suivante, où le premier symbole qu'on aperçoit à la droite de l'égalité est un symbole de sommation, et où la partie qui apparaît présentement en bleu forme les contributions à cette somme qu'on obtient en faisant fréquence observée moins fréquence théorique, élevée au carré, divisé par fréquence théorique, pour chacune des paires de fréquences correspondantes dans les deux tableaux. Pour mieux organiser notre travail, on va construire un tableau dans lequel on va retrouver les différentes contributions au carré. Donc, si par exemple, je souhaite calculer la contribution au carré qui se trouve dans la cellule au coin supérieur gauche du tableau des contributions, alors je vais venir faire le calcul suivant. Je vais venir faire fréquence observée moins fréquence théorique élevée au carré divisé par fréquence théorique. Pour la fréquence observée, je vais prendre la valeur 65, puisque c'est la fréquence observée qu'on trouve dans le coin supérieur gauche du tableau des fréquences observées. Et pour la fréquence théorique, je vais utiliser la valeur 75, puisque c'est la valeur qu'on retrouve dans le coin supérieur gauche du tableau des fréquences théoriques. Le calcul me donne 1,33 et je vais donc inscrire cette valeur dans le tableau des contributions au carré. Ensuite, en procédant de façon analogue, je vais calculer les autres contributions au carré et j'obtiens les valeurs suivantes. Pour obtenir la valeur du carré, je vais faire la somme des contributions. Et je vais obtenir la valeur du carré qui est de 10,89 dans mon exemple. À l'étape 7, on va prendre la décision et écrire une conclusion. Donc ici, puisque la valeur calculée du carré est de 10,89 et que c'est supérieur à 9,21 qui était notre valeur critique, on va donc rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Donc, au seuil de signification de 1%, en vertu de la règle de décision qu'on avait énoncée, on peut donc affirmer qu'il existe un lien entre l'âge des Québécois et le niveau de détresse psychologique dû à la crise du coronavirus. Alors voilà, ça complète cette vidéo.